Bienvenue dans Politiquement Chaud. Alors, Emmanuel Macron, super président cette fin d'année, avec une interview qui fait du bruit, au moins sur la forme de cette interview réalisée à l'Élysée. Des oppositions qui ont du mal à se reconstituer. D'ailleurs, est-ce que les partis politiques ne sont pas des objets totalement dépassés et inutiles? On se pose la question en cette fin d'année. Et puis pour le président de la République, bien sûr, on peut citer aussi des sondages qui montrent une hausse de la cote de popularité présidentielle. On en parle ce soir avec Luc Carvounas, qui est aujourd'hui député. Nouvelle Gauche, c'est ça? Oui, socialiste. C'est-à-dire Parti socialiste. Ah, vous dites toujours socialiste? Ah oui. Et candidat, j'allais dire à la reprise du Parti socialiste. Non, mais en tout cas... À remonter la maison. À remonter la maison. Pas beaucoup de candidatures déclarées, mais la vôtre, on en parlera tout à l'heure. Comment remonter du Parti socialiste? En face de vous, Jean-Baptiste Moreau, qui est député de La République En Marche. Alexandre Malafaye, Guillaume Roquette et bien sûr Julien Arnaud. Bonjour. Alors, on en parle de cette interview présidentielle, cette déambulation à l'Élysée entre le premier étage et puis jusqu'au vestibule, l'entrée du palais présidentiel. Sur le sapin de Noël, tout ça, dans la cour de l'Élysée. Effectivement, entretien depuis le palais de l'Élysée. Hier soir à la télévision, visite des lieux avec comme guide Emmanuel Macron, le chef de l'État. Et on a retenu cet extrait lorsqu'Emmanuel Macron parle du leadership européen, de son leadership au niveau de l'Europe et de l'international. Écoutez. Mais le leadership européen international, je le tiens de mon peuple. Je le tiens des Françaises et des Français. La France a stupéfait l'Europe et le monde par son choix de mai dernier. Il n'était pas attendu. Et ça m'oblige à aller beaucoup plus fort et vite en Europe et à l'international. Pourquoi? Parce que nos échecs internationaux, les insuffisances de nos actions, nous les payons sur le plan domestique, sur le plan français. Voilà, je disais un Emmanuel Macron, président de la République, qui est un super président. Quand il parle de leadership, c'est-à-dire que vous comprenez comme nous qu'il exerce un leadership européen ou qu'il pense l'exercer au mondial, Luc Carvounas? Il est la voix de la France, donc à ses yeux, il incarne cette voix forte qui a été incarnée par le passé par d'autres présidents de la République. Enfin, malheureusement, comme cette émission a été enregistrée il y a quelques jours, moi j'aurais aimé justement entendre cette voix forte au moment où l'Autriche compte dans ses rangs maintenant des ministres d'extrême droite. Voilà, j'aurais aimé entendre une voix un peu plus forte sur les Paradise Papers et sur l'harmonisation fiscale en Europe, sur ces sujets-là. J'entends peu le président de la République. Donc aujourd'hui, on a assisté, on était sur une chaîne du service public sur France 2, mais j'avais le sentiment de m'être trompé de canal. Oui, parce que j'ai l'impression qu'on était sur France 5, dans la maison France 5. Vous savez, quand on déambule pour visiter une maison. Alors certes, sur le plan de la com, c'est sympa. Elle n'était pas avant la maison. Un point pour pas celle-là. Ouais. On va parler de la com. Un point pour le président de la République. Sur le fond, vous êtes déçus. Ouais. Après, sur le fond, c'est les Français qui sont déçus. Je crois qu'il y avait 10 millions de téléspectateurs le 15 octobre. Il n'y en a même pas 6 hier soir. Voilà. Oui, alors je donne tout de suite la parole à la défense. Jean-Baptiste Moreau, mais trouvé forcément le président excellent dans cet exercice. Oui, il a rappelé... Le leadership quand même, je reviens un peu là-dessus. Le leadership, on peut pas nier que c'est les premiers pas du président de la République sur la scène européenne et sur la scène mondiale ont été réussis. Enfin, je veux dire, la réception de Poutine, la réception, les entretiens multiples avec Donald Trump. Je veux dire, il a redonné une certaine image à la France. Après, les journalistes se plaignaient qu'il ne parlait plus aux médias. Donc là, il était là hier. Il a fait un entretien plus formel, on va dire, il y a quelque temps. Là, c'était plus informel. Ça change un peu, effectivement, de l'aspect figé des journalistes en face du bureau du président. Moi, je trouve ça intéressant. Et sur le fond, il a rappelé le cadre de la politique qu'il mène et le fait qu'il ne fait qu'appliquer ce qu'il s'est engagé à faire durant la campagne présidentielle. Alors, on fait un peu de forme et de fond. D'abord, la forme, Alexandre Malafaye, vous trouvez effectivement... c'est quand même perpétuellement une recherche pour un président de la République, trouver des moyens de communication nouveaux, quoi. En fait, je crois que cette émission, elle était intéressante sur un point, c'est que on attendait à un moment que le chef de l'État rentre dans une dynamique de pédagogie politique. Je crois que c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait d'annoncière, il n'a pas cherché à révolutionner quoi que ce soit de son projet, mais en revanche, c'est de l'expliquer à une heure de grande audience, même si c'est que 6 millions de Français, c'est quand même 6 millions de Français qui sont restés quand même scotchés dans le téléviseur pendant 1 heure à peu près, et où il a essayé effectivement de remettre en dynamique son message, son action, et en essayant de le faire de manière plutôt pédagogique, bien sûr en essayant de convaincre, avec sa façon de parler, son style, ses phrases un peu longues, le peu d'espace qu'il peut laisser
effectivement à l'intervieweur. Mais il n'empêche que cette mission-là, elle était importante. Et moi, j'aurais d'ailleurs préféré qu'elle commence plus tôt, que cette parole présidentielle ne tarde pas autant à venir, ce qui lui aurait peut-être permis au passage de ne pas perdre 15 points pour peut-être les avoir récupérés. Voilà, il les a récupérés. Mais je crois que ça, c'était vraiment une mission tout à fait importante. Parce que derrière ça, la confiance des Français, parce qu'il y a tout d'un coup un homme qui assume un leadership, on verra dans la durée, tout ça méritera effectivement d'être suivi. Mais la confiance est une chose, mais la compréhension de ce qui se passe en est une autre. Est-ce que les Français comprennent ce qu'il est en train de faire? Est-ce que les Français comprennent l'action qui est menée? Toutes ces questions-là, elles sont essentielles parce que c'est que parce que les Français comprendront que derrière, on arrivera à transformer le pays. Là encore, à supposer que ce soit une transformation qui va dans le bon sens. Et je pense que hier soir, pour répondre à ce que vous disiez, il n'y avait pas assez de place pour évoquer tous les sujets, qu'il était focalisé sur les enjeux nationaux, quelques enjeux européens, quelques problématiques de type glyphosate et autres sur lesquelles il fallait revenir. Voilà, c'était 1 heure, mais je trouve que c'est un pas de communication politique qui est intéressant. Ouais, pas de communication politique intéressant, la communication en marchant, la pédagogie en marchant. Oui, c'est intéressant, ce journalisme déambulatoire, c'était quelque chose mais en même temps, c'était pas complètement un gadget, parce que d'abord, il s'appelle En Marche, ce mouvement politique, donc tout ça n'est pas illogique. Quelqu'un le fasse. Et puis je pense que et puis surtout, c'est un point clé dans la proposition présidentielle, qui est de dire on est en mouvement permanent. Et ce sont des codes qui sont extrêmement contemporains. Dans les séries américaines, les gens ne sont jamais en place. Ils sont tous sans arrêt en train de bouger, et on les filme en bougeant. Et ça donne une impression de dynamisme, d'énergie. Et tout ça est assez positif. Après, sur le fond, moi, je ne sais pas ce que vous avez retenu. Moi, rien. Mais c'était pas grave, en fait. Parce que cette intervention, elle était... comment dirais-je? C'était pour confirmer, pour cristalliser la bonne image qu'ont les Français du président de la République. Il se passe un truc de dingue. Au bout d'un mois, il a commencé à chuter. Comme tous ses prédécesseurs avant lui, on s'est dit, bon, ok, on sait où ça commence, où est-ce qu'on va le ramasser, c'était quasiment la seule question. Et puis, en septembre, pour des raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, il a remonté. Et là, il remonte vraiment. Il a pris 10 points de popularité en 2 mois. C'est assez considérable. Donc, en fait, on peut croire qu'il a plus besoin de communiquer, puisque de toute façon, ça marche. Et ça marche sans beaucoup de présence télévisuelle. Donc, c'est juste dire... Pourquoi ça marche? Parce que vous avez l'impression que je fais des réformes et que je bouge. Eh ben, parce que je fais ce que je dis, c'est qu'il le répète. Votre impression, puisque vous pensez que je bouge, je vais vous montrer que je suis en train de bouger. Et finalement, ça a servi à ça, ce moment. Je trouvais que c'était plutôt réussi. Journalistiquement, c'était pas passionnant, mais au moins... c'est un bon spectacle, vous voulez dire. Les images étaient belles. Là, il faut dire que c'est emprunté... Obama avait fait ça en 2009. Interview accordée à un journaliste de NBC à la Maison-Blanche, Brian Williams, et lui aussi... il avait traversé la Maison-Blanche en marchant, ce qui prouve que les codes de communication présidentielle s'échangent. Il regarde beaucoup outre-Atlantique. On l'a aussi vu quand il promulgue les décrets, la mise en scène, comment tout cela est mis en place. Mais sur le sondage, moi je reconnais qu'il a pris de nouveaux points dans les sondages, beaucoup plus dans l'électorat de droite que dans l'électorat de gauche, même s'il a pris. Après, si on regarde l'ensemble des sondés... Il fait plus 14 points sur l'électorat PS. Mais si on regarde l'ensemble des sondés, toutes les personnalités politiques testées dans ce sondage prennent des points. Donc il y a peut-être aussi un effet de la période, d'une volonté de communion générale, aussi peut-être au travers du décès de Jody Hallyday, qui a créé un émoi national. Vous pensez qu'il y a un effet? Moi, je pense qu'il y a un effet de tout cela, parce que, encore une fois, toutes les personnalités politiques testées dans ce sondage ont pris des points. Après, franchement, sincèrement, on a un chef de l'État, 5e puissance du monde. On en est à commenter la forme. Moi, je suis en responsabilité politique, j'aurais aimé entendre le président nous parler de sa lutte contre le chômage. J'aurais aimé entendre le président nous parler un peu plus de ce qu'il voulait en matière énergétique, si ce n'est de rappeler... il en a parlé de la transition énergétique, c'est un des thèmes qui a été le plus développé. Chers collègues, on s'écoute quand on dialogue. Il fait mon boulot en plus. Qui, si vous voulez, a surtout voulu montrer qu'il était le patron de Nicolas Hulot. Bon, très bien, mais ça démontre aussi quelque chose à mes yeux, la faiblesse du dispositif autour du président de la République pour faire la pédagogie. Et on l'a bien vu avec l'épisode Castaner, où il a été obligé de le garder ministre des Relations avec le Parlement en cumulant les fonctions de délégué général de la République En Marche. Cela démontre quand même qu'il y a dans ce mode de faire, très vertical,
un seul homme, aucune tête qui dépasse, mais ça peut aussi, à un moment donné, permettre de ne plus être très audible. Et sur les sondages, comparaison n'est pas raison, mais Nicolas Sarkozy était très très haut jusqu'en 2008. On a vu la suite. Mais quand il est descendu, il n'est jamais remonté, Nicolas Sarkozy. C'est ça la il était très haut jusqu'à, de mémoire, décembre. Voilà. C'est janvier, quand il commence à dire « j'ai droit à mon bonheur, laissez-moi m'occuper de mes affaires », que ça a commencé à se gâter. Et quand on regarde les résultats électoraux récents, des élections locales, des partielles, on va voir les futures législatives, on voit bien que ça ne crante pas. La République En Marche dans ses listes dépasse même pas les 20%. Jean-Baptiste Moreau, quand même, le président de la République avait dit qu'il ne parlerait pas beaucoup. Moi, j'ai l'impression qu'il parle tout le temps. La communication devait être rare, elle est fréquente. Il a surtout dit qu'il n'était pas là pour commenter ni son action, ni les prises de position des uns et des autres. Il est là pour expliquer son action, pour donner le cadre de son action et pour orienter. Et pour voilà. Après, c'est effectivement au gouvernement d'appliquer les grandes décisions qu'il prend, et après au Parlement de voter les lois. Et voilà, il y a bien une séparation des pouvoirs. Il prend la parole, mais il ne souhaite pas commenter, comme il l'a dit hier. Il n'est pas là pour commenter son action, il est là pour l'expliquer. Quand on parle, quand même, non, il y a un risque de fatigue, d'usure en parlant beaucoup, on le voit tous les jours, presque. Mais classiquement, en général, on parle quand ça marche pas. Parce que quand on est un responsable politique, on dit si je suis impopulaire, c'est parce que les Français ne comprennent pas le sens de mon action. Et donc, je vais leur expliquer et ça va aller mieux. Mais quand il n'y a pas grand-chose à expliquer, c'est assez contre-productif, et François Hollande nous en a fait la démonstration éclatante pendant 5 ans. Là, c'est un peu différent. En fait, il se montre, mais il ne parle pas. Je pense que l'image compte au moins autant que le son. Et en fait, Emmanuel Macron, il a un peu inventé le concept de monarque de proximité. C'est-à-dire qu'il est à la fois, il est dans son palais, il fait visiter les lieux, et en même temps, il parle comme tout le monde. On sent qu'il fait copain avec Delahousse. Il s'habille de la même façon pour montrer qu'il pourrait être pote dans la vie. Et c'est vraiment une succession de flashs. Ils sont coordonnés leurs vêtements. Oui, c'est les Men in Black, quoi. C'est assez très professionnel. On sent que même ça a été calé. Alors, je trouve Lucas Volas un peu sévère quand il dit on s'intéresse trop à la forme. D'abord, vous avez lu Victor Hugo, la forme c'est le fond qui remonte à la surface. Je suis d'accord. Et en plus, sur le fond, il bosse quand même ce président. Après ça, on apprécie ou pas ce qu'il fait, mais les Français savent qu'il fait des vraies réformes et que donc il n'a pas besoin d'en rajouter parce qu'il voit quand même qu'il y a des choses qui bougent. Et on réécoute les réactions quand même à cette interview Une déambulatoire. à droite, une à gauche. On va partir du côté des Républicains. C'était Geoffroy Didier à la mi-journée, conférence de presse, et Emmanuel Macron, pour lui, est bien un président perché. Cette interview était esthétique, mais elle était surtout narcissique, complaisante et sur le fond décalée. On a eu l'impression d'un président perché qui était dans un exercice de surcommunication, et nous avons subi pendant 5 ans, avec François Hollande, un président normal. C'est à se poser la question de savoir si aujourd'hui nous n'avons pas désormais avec Emmanuel Macron un président paranormal. Voilà, les jeux de mots étaient bien préparés du côté de chez Geoffroy Didier. Éric Coquerel, maintenant, du côté de la France Insoumise, était l'invité de la matinale ce matin. Commentaire post-interview, mais aussi, on va dire, bilan plus global des 7 premiers mois de fonction d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, un bulldozer. On peut au moins lui reconnaître quelque chose, effectivement, c'est qu'il a une politique, il l'applique comme un bulldozer, c'est-à-dire qu'il avance. Moi, je pense qu'elle est très mauvaise pour le pays. Si on le compare avec François Hollande, au moins, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui sait où il va. Moi, je pense qu'il nous emmène dans le mur, mais cette conviction, la force qu'il incarne, etc., ça peut peut-être rassurer une partie des Français. Mais très franchement, dans la rue, par contre, je ne note pas de satisfaction sur la politique qu'il mène. Allez, on reparle d'une force qui va, c'est Emmanuel Macron. C'est très intéressant de voir la différence de style dans les critiques. Vraiment, là, pour le coup, quand on voit un jeune représentant de la droite qui, en plus, arrive aux affaires et qui se met dans la même tonalité que Laurent Wauquiez, qui, entre parenthèses, s'est fait aussi un peu sonner les cloches par le président, qui l'a quand même traité d'un peu de haineux, je crois. Voilà, et qu'on voit la même tonalité, l'agression directement qui tape sur le chef de l'État sans chercher vraiment à argumenter. Uniquement sur la forme et aucun élément. Et de l'autre côté, on a effectivement un insoumis qui est pour le coup beaucoup plus radical, notamment dans sa posture de rupture, et qui finalement va au fond, commente, et malgré tout, on voit un message positif au chef de l'État. C'est quand même
très autonome. Moi, je trouve qu'Emmanuel Macron, en fait, il a gagné en confiance. Je crois que ça se voit. Il a expérimenté sa confiance personnelle, c'est ça. Et donc dans sa communication, dans sa façon de faire, il a fait des tests quand même très intéressants quand il va dans la rue, quand il accepte de dialoguer en direct avec des Français ou en Algérie ou face à des universitaires à Ouagadougou. Et je crois qu'il gagne en confiance, il gagne en maturité. Il voit qu'il a un parler qui accroche les Français et qui fait que pour l'instant il n'y a pas de polémique inverse, donc il continue. Mais ça, c'est lui, c'est sa personnalité. Je l'ai accompagné pendant sa campagne. Il a jamais fui de débat, ni débat contradictoire. Il a toujours été au contact et il aime le contact avec les gens et il aime expliquer aussi. Oui, mais il s'est enfermé pendant plusieurs mois quand même. Guillaume Roquette, il est installé effectivement dans la fonction et on a l'impression qu'il est quand même totalement puissant, tranquille. On va en parler tout à l'heure des oppositions qui ont du mal à se reconstituer, mais il donnait, et je reviens sur ce leadership, quoi. C'est-à-dire qu'il a été élu président, leadership national. Il a aujourd'hui leadership européen parce qu'il a beaucoup de chance, le terrain est totalement dégagé en Europe, et leadership international parce que Trump va pas bien. C'est un peu ça, donc il a un boulevard. Oui, il a un boulevard. Effectivement, on peut dire qu'il a de la chance. C'est Napoléon, quand il nommait un général, il disait est-ce qu'il a de la chance ? Parce que ça compte en politique, comme probablement dans les succès militaires. Après, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a le sentiment qu'il sait ce qu'il veut faire de ce leadership. C'est-à-dire que c'est pas juste une image. On le compare souvent à Barack Obama, mais par exemple en politique étrangère, les 2 mandats de Barack Obama, c'est un désastre. Heureusement qu'on lui a donné le prix Nobel de la paix une semaine après son élection, parce que il n'aurait pas eu au bout de fini. Et 2 mandats après, alors là, on le lui enlevait, parce qu'en fait, il ne savait pas quoi faire de ce leadership. On a le sentiment avec Emmanuel Macron, même si c'est encore un peu tôt pour savoir si ça va être concrétisé. Par exemple, il veut recréer la vie politique européenne autour d'un grand parti. Peut-être que tout ça est un peu perché, pour reprendre l'expression de Geoffroy Didier. Donc il faut bien que vous ayez l'air un peu d'accord avec Geoffroy Didier quand même, Guillaume Roquette. Oui, on a moins le sentiment qu'il sait où il va. Et ça nous change agréablement du précédent. On va quand même avoir des rendez-vous à venir. On verra le débat au Parlement. Je pense notamment à la loi sur les migrants qui est en préparation. Je pense à la question de la PMA. Moi, ce que je regrette de la part du président de la République, quand il dit que la France a envoyé un signal à l'Europe avec son élection. Oui, mais la France a d'abord envoyé comme signal à l'Europe qu'elle a fait bloc et corps contre l'extrême droite comme dans d'autres pays. Et ce que je regrette, c'est que, et c'était tout l'objet des débats que l'on a menés avec le groupe Nouvelle Gauche au sein de l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances, c'est que le président de la République, président de tous les Français aujourd'hui, ne parle pas à tous les Français, ne mène pas une politique tournée vers tous les Français. Et vous savez, je l'avais dit dans l'hémicycle, il a réussi à substituer le S de solidarité que nous avions inventé, nous les socialistes, avec l'impôt sur les solidarités sur les fortunes, par le F de l'IFI, de fortune, impôt sur les fortunes immobilières. Voyez le symbole, solidarité contre fortune. Je suis désolé, c'est la réalité au moment où on a eu une casse de 160 000 emplois aidés dans nos collectivités. J'ai été maire, je sais de quoi je parle, du résultat que cela a donné et de la manière dont ça a pénalisé et nos services et nos associations, et où on a augmenté de 1,7 point nos retraités à compter de 1 200 € quand on a donné aux 100 plus riches familles de ce pays un cadeau fiscal par année de 2 millions à 20 millions d'euros. Excusez-moi, ce n'est pas une l'impression de prêcher dans le désert, c'est-à-dire que tout est balayé par Emmanuel Macron. C'est une analyse hémiplégique du PLF. Il y a d'autres mesures. Non, on va pas refaire le débat, je t'en supplie. Non. D'ailleurs, nous, au moins, nous avons déposé 140 amendements. Vous savez combien la République bienveillante de la République En Marche en a retenu de l'opposition, elle qui dit qu'elle est dans le dialogue? C'est normal, l'opposition ne va pas l'écouter. Même les amendements de forme, et les black blocs. L'exonération de la taxe d'habitation. Est-ce que vous n'êtes pas frappé aussi par l'idée de la gestion du temps? Il répète, Emmanuel Macron, qu'il est effectivement très préoccupé par le temps et la volonté effectivement d'aller vite, non seulement de faire ce qu'il a dit qu'il ferait, et d'aller vite. On annonce un programme, une réunion du gouvernement, un séminaire au début de l'année 2018 pour accélérer les réformes, pour donner un calendrier très serré, aller le plus vite possible. Oui, parce que d'abord, il est persuadé d'avoir le bon programme, parce qu'il est le plus intelligent. Il est persuadé d'avoir les gens les plus capables autour de lui. Il y a une chose qui est sa hantise, c'est que ces réformes soient freinées
par toutes les pesanteurs françaises, et en particulier les pesanteurs administratives. On a un peu oublié que dans les propositions de Macron, il y avait l'équivalent français du spoil system américain, c'est-à-dire on change les têtes de la haute administration. Parce que pour lui, il n'y a pas plus conservateur qu'un haut fonctionnaire. Et en fait, ces ministres, quand vous leur parlez, disent le truc qu'ils nous reprochent, c'est que ça va jamais assez vite. Il nous dit où est-ce que ça en est. Et quand au Conseil des ministres, il y a des nominations de hauts fonctionnaires, il fait des commentaires en disant on l'a changé, c'est très bien parce que peut-être qu'avec le nouveau ça va aller plus rapidement. Donc je pense que ça hantise, c'est ça, parce qu'il sait bien qu'aujourd'hui il profite d'un état de grâce, mais qu'il va être jugé sur les résultats. Et que plus les réformes mettent du temps à se mettre en place, plus les résultats, en tout cas d'un point de vue économique, mettront du temps à se faire sentir. Oui, il a donné un délai hier, c'est-à-dire à la fois sur effectivement les ordonnances. Oui, il dit que ça va mettre 2 ans avant de. Pour la Code du travail, ça met du temps, 2, 3 ans, même 5 ans. Avant que les effets se fassent sentir, mais effectivement, on a un. Il y a une lutte contre la montre. Vous avez le sentiment qu'il y a une course contre la montre avec Emmanuel Macron ? Non, c'est juste appliquer le programme pour lequel on s'est engagé aujourd'hui. Donc effectivement, il va y avoir une loi sur le droit à l'erreur, il va y avoir une loi sur les PME-TPE, il va y avoir la loi issue des États généraux de l'alimentation sur l'agriculture. Donc voilà, tout ça arrive dès le premier trimestre parce qu'on applique ce à quoi on s'est engagé pendant la campagne présidentielle et pendant la campagne. Puis il a une capacité, je crois, qui lui permet aussi de faire ça, c'est qu'il a une capacité de coordination, de mener de front toute une série de sujets et de projets. Et cette capacité qu'il a, qui peut-être effectivement est supérieure à d'autres, lui donne cet avantage. Et je pense que c'est important parce que c'est vrai qu'on vient d'un monde quand même qui a été assez figé, on vient d'un monde qui a fait toute une série de choix et qui a pris un certain nombre de directions. Enfin, je parle de notre vieux monde français et dont on a bien vu les résultats. Et c'est vrai que la course contre le temps, je ne sais pas si c'est ça, mais c'est de se dire effectivement, il y a un boulevard d'action, il y a en plus effectivement, comme vous l'avez dit, cette espèce de séquence qui est favorable et sur laquelle il faut profiter pour aller vite. Parce que de toute façon, là encore, on verra bien ce qui s'est produit. Moi, je n'ai aucune idée de savoir si finalement sa réforme de l'ISF va être une bonne réforme, mais on verra. Je dirais, on a tellement fait d'essais dans un sens si je puis dire, quand même de l'État hyper présent et de la fiscalité et des charges dans tous les sens que finalement, là, on va essayer de faire autrement. Si ça produit du résultat, on sera tous très contents. Si ça ne produit pas du résultat, on sera temps de revenir vers un débat plus critique. Moi, je peux comprendre qu'on soit très, très séduit par tout ce que dit le président de la République. Parce que déjà, il a raison de rappeler qu'il fait ce qu'il avait dit. Non, excusez-moi, Arlette Chabot, vous tendez la perche, je vais vous démontrer que c'est pas vrai. Il fait pas ce qu'il a dit ? Non, parce que quand il dit pendant la campagne présidentielle qu'il demandera aux collectivités un prélèvement de 10 milliards, qui se transforme en 13 milliards en un week-end, est-ce qu'il fait ce qu'il dit ? Lorsqu'il annonce l'allocation chômage universelle pour tous et qu'on voit qu'il est en train de reculer parce qu'il se rend compte que c'est trop cher, est-ce qu'il fait ce qu'il dit ? Lorsque son Premier ministre, Édouard Philippe, au mois d'août, répond que l'allocation vieillesse serait revalorisée en septembre 2018 et c'est reporté en 2019, est-ce qu'il fait ce qu'il dit ? Alors ça suffit, on peut aussi être dans une opposition et démontrer les choses telles qu'on les vit à l'Assemblée. Alors un petit mot pour le chômage. Oui, il respecte complètement ses engagements, sauf qu'il fait dans des contraintes budgétaires contraintes pour respecter aussi les engagements de la France vis-à-vis de l'Europe et pour rester dans ces je ne comprends pas ce que vous dites. Qui nous donne le seul. Ça veut dire quoi ? Si, ça veut dire qu'il faut. On fait les réformes telles qu'on les a décidées. En reculant ? Non, pas en reculant. Sur des montants, certaines fois, on est obligé d'adapter parce qu'il faut respecter ses engagements, parce qu'il faut faire avec le bilan réel des années passées. Le coût du bilan, nous, on l'a fait pendant 5 ans. On a justement, mais nous, on n'a pas changé d'élément de langage. Dès le premier PLF, on a tout remis à plat et tout remis en ordre de marche. Oui, non, j'allais faire le coup du bilan, effectivement, parce que c'est pas moi qui le fais. En l'occurrence, c'est plutôt la Cour des comptes qui dit il y avait un certain nombre de dépenses qui n'étaient pas budgétées. Didier Bigot qui a participé au séminaire gouvernemental de rentrée au début du quinquennat. Oui. C'est-à-dire que vous dites que le président de la Cour des comptes n'est pas indépendant ? Il y a un manque d'impartialité, oui, je le dis, à cette antenne. Oui, je le dis. Et j'ai le droit de le dire, de la même manière, je considère que les magistrats sont indépendants dans leur parole. Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui d'inflexion. Tout ce qui est pondu par la Cour des comptes va dans le sens des réformes que veut faire la République En Marche et le président de la République. Juste un petit problème. Alors, on parle de qui est en face, justement. Vous avez du mal à vous faire entendre. Pardonnez-moi, c'est que juste il y a un petit problème, c'est que la France va très très mal. Juste un petit problème, c'est qu'on a 2200 milliards d'euros de dette, on a 6 millions de chômeurs, on a un niveau de pauvreté qu'on n'a jamais eu depuis très longtemps. Voilà, on a juste un gros problème. Voilà, juste dire que, à un moment donné, que les planètes s'alignent pour faire bouger les choses, ne nous payons pas. Est-ce qu'on peut juste sortir tous de notre amnésie ces 5 dernières années où tout allait si mal? Le secrétaire général adjoint de l'Élysée s'appelait Emmanuel Macron et le ministre de l'économie s'appelait Emmanuel Macron. Allez. Mais je veux bien que d'un coup, tout ça, c'est se transformer. Vous êtes candidat, je le disais tout à l'heure, au poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. Oui. Voilà, affirmé.
Il y a d'autres candidats et pourquoi pas d'autres sur les rangs. Najat Vallaud-Belkacem, en tout cas, elle a fait un pas vers cette candidature aujourd'hui, puisqu'elle est de retour dans le nouveau magazine littéraire, un magazine piloté par l'essayiste Raphaël Glucksmann, dans lequel Najat Vallaud-Belkacem, on y reviendra longuement, explique qu'elle reste social-démocrate et qu'elle veut faire vivre cette social-démocratie. Mais nous, on a essayé de retrouver la trace de Najat Vallaud-Belkacem. C'était un peu perdu de vue, Najat Vallaud-Belkacem, quand même. Un peu perdu de vue. Depuis son échec aux législatives, on a le droit de rappeler ce moment. On va commencer par là, par cette soirée, vous allez voir, très émue, Najat Vallaud-Belkacem qui a perdu, qui a été battue à Villeurbanne face à quelqu'un que vous connaissez bien, Jean-Baptiste Moreau, puisque c'est le député, celui qui est devenu député de La République En Marche, Bruno Bonnell. Écoutez. L'engagement politique ne dépend pas d'un mandat. Être élu ou ne pas l'être, finalement, eh bien, il reste des convictions, des valeurs et des combats à mener. Un mois plus tard, à peu près, on retrouve au début de l'été Najat Vallaud-Belkacem, là, avec un peu plus le sourire. C'est tant qu'il y a des hommes et des femmes, les structures ne meurent pas. Vous allez voir. Les premiers, les reconstructeurs. Ça. Voilà, les partis politiques ne meurent pas en quelque sorte. C'est la question qui est posée. Najat Vallaud-Belkacem. On continue, on est là à la fin de l'été, 26 août avant la rentrée. Écoutez. Un peu enjoué, c'est le retour, on va au Parti Socialiste. Et puis l'une des dernières images, cette fois-ci, c'est lorsqu'elle arrive, on va dire, groupée avec d'autres responsables. On la voit autour d'Olivier Faure, de Jean-Marc Germain, de Mathias Fekl, direction l'Assemblée nationale pour parler du Parti Socialiste. Voilà, alors le Parti Socialiste est-il mort? On finira par vous, mais le Carvin, est-ce que vous y croyez encore? Guillaume Roquette, il est mort le PS. Est-ce que Najat Vallaud-Belkacem a le bon profil pour... Écoutez, je ne sais pas, mais... Avec les déclarations qu'on a entendues là, j'ai pas encore le sentiment d'un projet politique très abouti. C'est-à-dire que c'était avant ça. Oui, mais c'est un niveau de langue de bois dont on avait perdu l'habitude. Le Carvounas, je pense que je ne sais pas parce que je ne connais pas suffisamment précisément. Je ne lui demande pas. Je ne suis pas sûr que ce serait bon pour vous. Donc je voudrais pas compromettre vos chances. Mais non, mais on voit que c'est les réflexes d'un monde ancien. On parlait de Bruno Bonnell, qui est l'homme qui a été élu député. C'est un type intéressant, qui a été chef d'entreprise, qui a eu des expériences professionnelles très diverses. Le dégagisme, comme on dit aujourd'hui, là, il a été très fort. Et Najat Vallaud-Belkacem, c'est quelqu'un de temps de François Hollande, et deux, avec une réforme qui est détricotée avec un plaisir non fin par le nouveau régime, et l'approbation massive des Français qui disent ouf, on en a fini avec Najat Vallaud-Belkacem qui était en train de couler le système avec beaucoup d'actions. Donc si ce sont des leaders comme ça qui incarnent la relance ou la renaissance du Parti Socialiste, à mon avis, c'est mal parti. Oui, Luc Carvounas, vous ferez mieux que Najat Vallaud-Belkacem. Vous avez un vrai projet, vous avez des idées. Il ne vous aura pas échappé qu'à ce jour, je suis pour le moment le seul candidat. Donc ne me demandez pas de... Non, mais l'avance, c'est l'avance. Peut-être ou peut-être pas. Je crois que beaucoup parlent pour elle. Beaucoup. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Najat. C'est une amie. Ça commence bien, ça, toujours. Non, et après, la vacherie arrive. Non, il n'y aura pas de vacherie parce que moi, je ferai une campagne positive. Parce que la photo de famille qu'on a vue à la fin du petit reportage, moi, c'est toute la famille des socialistes que je veux rassembler. Et vous me dites, est-ce qu'on est mort? D'abord, j'ai pas l'air d'un mourant. Et puis, dans le Tour de France que j'ai entamé depuis des mois, j'étais encore en Eure-et-Loire samedi matin dernier, je vois des dizaines et dizaines de femmes et d'hommes et d'élus qui croient encore à cette idée que nous incarnons dans notre ADN, dans notre histoire de socialiste, le progrès. Parce que c'est grâce au mouvement socialiste que nous avons pu avoir les congés payés, l'abolition de la peine de mort, la CMU, les 35 heures ou le mariage. C'est la préhistoire, non? Non, on a le droit de se projeter vers ce que doit être le Parti Socialiste de demain. Écoutez, moi je pense qu'il faudra dans ce congrès être vraiment libre et libéré. Libre de sa parole et libéré du Parti Socialiste d'Épinay, dont on a compris qu'on avait atteint un bout de cycle, pour créer quelque chose de nouveau. Et je pense sincèrement que tous les socialistes, nous pouvons nous retrouver à la fois sur la lutte contre la reproduction des inégalités, à la fois sur la question du partage de la démocratie, sur l'écologie et sur l'Europe. Et moi, c'est tout le travail que j'ai enclenché, pas seul, ce n'est pas une aventure solitaire, je vais essayer de rassembler le plus possible pour être au rendez-vous de mars prochain, qui est le premier rendez-vous d'un calendrier politique. Il y aura 2 autres rendez-vous dans ce calendrier politique, où on verra alors si le socialisme est éteint ou ressurgit, avec les élections européennes et avec les élections municipales. Ouais. C'est un long travail. Alexandre Malafaille, bonne candidate, Najat Vallaud-Belkacem. Alors, elle a... on dit qu'elle est tout à fait parallèle à Emmanuel Macron, parce qu'elle a fait ses études à Amiens.
comme Emmanuel Macron. Elle a vécu son adolescence à Amiens, elle est diplômée de l'université locale avant de faire Sciences Po à Paris. Elle a un diplôme de droit. Donc c'est la bonne candidate parce que c'est une autre, opposée à Emmanuel Macron. Non, elle a un profil intéressant, elle est, je crois, intelligente. C'est sympa de le dire pour elle. J'ai pas toujours apprécié ses postures idéologues qui parfois animaient un peu son action. Après, le problème qu'elle aura, que vous aurez, mais qu'a également la droite, c'est de trouver finalement, je parle de la droite républicaine au sens les républicains, de la gauche socialiste que vous représentez, qui joue le jeu aussi des institutions, parce qu'après il y a deux forces politiques qui sont des forces politiques d'opposition, de rupture, qui sont les Insoumis d'un côté, le Front National de l'autre, et après une force centrale aujourd'hui qui est là. Comment vous vous positionnez dans la durée? Est-ce que vous restez des forces d'opposition ou est-ce que vous devenez des forces de proposition, c'est-à-dire de changer un peu de logiciel et de façon de parler pour aussi finalement trouver, d'abord occuper le temps long, pardonnez-moi, pour occuper le temps long, et puis essayer effectivement d'apporter effectivement une autre façon de dialoguer avec le pouvoir. Voilà, je pense que ce qui peut être apporté. Vous avez peu ou pas alors du tout suivi sur justement le projet de loi de finances où on avait un. Oui, j'ai entendu vos 3 amendements. J'ai entendu. Mais il y a aussi à venir, vous verrez le texte que nous préparons, en l'occurrence Laurence Dumont et moi-même sur la question des migrants. Oui. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ce que je voudrais juste dire, c'est que cette façon de parler là que vous avez à l'Assemblée, je pense que les Français n'entendent pas assez. C'est peut-être cette façon nouvelle de faire de la politique. Quand j'ai force de proposition, oui, mais justement, de toute façon, vous avez 10 ans, avant de reprendre le pouvoir. On écoute justement. En attendant, on va revenir à ce qui s'est dit samedi au congrès du MoDem. On va entendre le Premier ministre. Si j'ai bien lu votre lettre de candidature, le Carvounas, vous parlez de la persistance de ce clivage gauche-droite. Eh bien, écoutez ce qu'en pense Édouard Philippe. Il n'est pas tout à fait sur la même ligne que vous. Je vois, comme vous, la gauche et la droite nous regarder collectivement un peu comme la poule regarde le couteau. Ou un peu comme on regarde le couteau quand on voit une poule. Enfin, je ne sais pas comment il faut le dire. La gauche, comme la droite, se regarde le nombril en se demandant ce qui s'est passé. Et pendant ce temps-là, nous avançons. La gauche, comme la droite, proclame que le clivage gauche-droite est bien vivant. Et pendant ce temps-là, nous avançons. Jean-Baptiste Moreau, alors évidemment, vous allez dire que le Premier ministre a raison, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de clivage droite-gauche pour vous? Le problème, c'est, si vous voulez, la démocratie a besoin d'opposition, mais elle a besoin d'opposition qui se construit autour de projets réels et pas d'une opposition juste là pour s'opposer. Il faut proposer un projet alternatif. Moi, j'ai jamais été encarté dans un parti politique. On va dire que j'étais proche du Parti Socialiste, j'ai fait des campagnes, j'ai aidé des campagnes et j'ai vu en interne le fonctionnement de ces partis-là où c'est pas le talent et la qualité des hommes qui priment, mais d'abord le savoir se faire apprécier du baron local ou du baron régional ou du baron national. C'est ce système-là qui est mort, à mon avis. Vous parlez de Gérard Collomb, là, en baron? Non, je parle de personnes en particulier. Mais c'est ce système-là qui est à bout de souffle et qui est mort. Il faut aujourd'hui promouvoir les talents, mettre en avant les talents et se battre autour d'un projet. Mais ils n'ont pas d'idée, à votre avis, les sociaux-démocrates? Je n'en sais rien. Pour le moment, j'en ai pas forcément entendu. Oui, Guillaume Roquette. Oui, comme je postule à gauche et pas beaucoup à droite. Pour le poste de directeur de campagne de Luc Carvounas, j'ai repris les éléments de son programme. Donc, il dit, c'est bien, vous me lisez, c'est bien. Il dit on est européen. Non, je viens de les noter pour être tout à fait honnête. Ouais. Donc il dit on est européen. Comme Emmanuel Macron. Que vous avez entendu voilà, comme Emmanuel Macron. On est écologiste. Bah oui, sauf que Macron, il a Nicolas Hulot au gouvernement, ce que la gauche n'a jamais réussi à faire. Après, vous êtes redistributeur. Et là, on entend bien vos critiques sur le démantèlement de l'ISF. Et les gens peuvent entendre ça. Les Français aiment bien l'idée de dire on va prendre aux riches. Sauf que ils ont le sentiment que c'est la politique qui a été mise en place pendant 5 ans sous François Hollande et qu'elle n'a pas donné de résultats. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement les partis, en tout cas les deux partis traditionnels, républicains et socialistes, sont mal en point. C'est qu'il y a une adhésion, pas forcément de cœur au départ à Emmanuel Macron, mais il y a du côté des socialistes, des électeurs socialistes, une espèce de consentement à la réforme. Parce qu'ils disent de toute façon, sous François Hollande, il ne s'est rien passé, le chômage n'a pas baissé, c'est un souvenir cauchemardesque, donc on va essayer autre chose. Et du côté de la droite, pour dire les choses clairement, c'est une divine surprise. Parce que ce soit la politique fiscale dont on vient de parler, sur l'école avec Jean-Michel Blanquer, ou même sur l'immigration maintenant, voilà le programme de la droite qui se réalise. Donc ils ne vont quand même pas critiquer. Donc, alors il reste, les partis politiques ne sont pas morts, parce qu'il reste une France du non, c'est-à-dire une France protestataire qui ne se retrouve pas dans la mondialisation, dans tout ça. Mais c'est difficile pour le Parti socialiste comme pour les Républicains d'agir sur ces ressorts-là, parce que ce n'est pas votre culture, puis ce n'est pas ce que vous êtes. Je veux dire, vous n'êtes pas Jean-Luc Mélenchon. Non, je ne le serai jamais, et vous avez raison de le rappeler. Comment exister entre un Emmanuel Macron et... Je vais vous décevoir autour de cette table, mais oui, je crois au clivage gauche-droite. Et quand j'entends le Premier ministre Édouard Philippe, qui est un petit peu, à mon sens, un peu péremptoire.
qui est devant une assemblée, certes fait d'hommes de gauche et de droite, mais et de femmes, tout à fait, vous avez raison. Mais Édouard Philippe, pendant 5 ans, à votre avis, a voté combien de lois du précédent quinquennat? 0. Et il arrive dans une nouvelle virginité de la République en marche, parce qu'il est allé vers celui qui a allumé la lumière de l'Élysée, puisque pour lui, ça devait être Alain Juppé. Pas de chance, Alain Juppé a été battu. Et Édouard Philippe fait partie de cette génération d'hommes et de femmes politiques qui vont là où va le pouvoir. Il est fidèle à ses convictions. Il y a des idées dans la social-démocratie. On dit qu'elle est en crise partout. Mais je vous invite à... bon, elle est en crise au Portugal? Alors, il reste que le Portugal, c'est le truc magique, le Portugal. Je vois bien, je comprends bien. Non, mais on s'interroge. Vous avez envie de nous voir totalement dissous. Et pourquoi vous voulez qu'on ait envie de vous voir déglinguer? On a de la sympathie pour vous, on ne va pas voir déglinguer. Je dis toujours, je prends tout ça avec beaucoup de modestie. Oui, ça va prendre du temps, mais encore une fois, ce mouvement et ce parti que je représente ne s'est pas éteint à l'occasion d'une élection présidentielle, aussi cardinale soit-elle, cette élection sous la Ve République. Et oui, il y a une génération à laquelle j'appartiens qui est en train de retrousser les manches et qui va revenir parler aux Français. Mais d'abord, le premier rendez-vous que je souhaite que nous ne loupions pas, c'est de parler aux socialistes, de les rassembler et de relever la tête ensemble. Alors, moi, je voudrais juste dire que je trouve qu'Emmanuel Macron, pour le coup, il a fait vieillir votre façon de faire de la politique, parce qu'il est passé du binaire au ternaire. Vous êtes toujours dans cette logique de l'opposition, de la confrontation. Le ternaire, c'est d'être capable de dire, voilà, en même temps. Et c'est ça qui parle aux Français. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez une ligne de clivage qui est traversée, parce que d'abord, il n'y a pas une ligne de clivage. Il y a des multiples, non, mais on est d'accord, mais il y a de multiples lignes de clivage. Et ce qui est intéressant, cette capacité à un moment donné à saisir effectivement des sujets qui traversent la société, qui ne sont pas forcément pris de manière frontale. Et deuxièmement, je crois que la vraie ligne de clivage qui a expliqué le dégagisme, c'est je fais de la politique qui marche ou je fais de la politique qui ne marche pas. Je crois que les Français, ils ont quand même soldé l'addition une fois pour toutes, parce que franchement, il y avait quand même beaucoup à la fois de mauvaises pratiques, de dévoiement des institutions et puis de politiques qui ne faisaient pas leur job. Je voulais juste faire plaisir. Juste un petit mot pour vous montrer quand même que ce nouveau monde, j'aimerais que chacun revisite la 14e législature. Quand un certain Christophe Castaner prend un rapport à l'Assemblée nationale pour nous dire tout le bien qu'il pense des emplois aidés, et qu'une fois que Christophe Castaner, peinturluré, République en marche, vient de vous expliquer tout le contraire, excusez-moi, je ne sais pas où sont ses convictions. Vous avez bien soutenu Manuel Valls dans un premier temps et Benoît Hamon dans un deuxième. Oui, le candidat socialiste. C'est la bonne politique avec des bons débats caricaturaux. Le candidat socialiste. Non, mais merci, mais moi j'ai soutenu mon candidat. Moi j'ai été loyal à ma famille politique. L'avenir du Parti socialiste. Et quelqu'un qui faisait aussi de la politique, François Hollande, il était l'invité d'RTL la semaine dernière et justement il dit, tiens, place à la nouvelle génération au PS. C'est à une nouvelle génération, c'est à des hommes et des femmes qui sont aujourd'hui en situation de diriger un parti, de se présenter au suffrage, de faire ce travail. Et moi, je ne vais pas faire un palmarès. Voilà, vous vous réclamez un peu de François Hollande ou vous allez passer votre campagne à dézinguer le quinquennat? Non, je fais partie de ceux d'abord, vous le savez, Arlette Chabot, je suis très alerte sur les institutions, donc je ne ferai pas partie de ceux qui dézingueront ni le président d'aujourd'hui ni celui d'hier. Mais pour autant, je fais partie de ceux, puisque je suis candidat au poste de Premier secrétaire, qui assument qu'il y aura à faire un devoir d'inventaire. Je l'assume. Et je pense que c'est plus simple de l'assumer quand on n'a pas été ministre de ces 5 ans de gouvernement que quand on a été jugé parti. Je l'assumerai. Et je le dis à mes militants parce que rien ne se passera dans cette envie que j'ai de partager, à lever la tête, si on n'arrive pas ensemble à tirer les enseignements de pourquoi nous en sommes arrivés là. Et donc je ferai ce travail. Oui. On termine sur un sondage, parce que tout le monde parle déjà des élections européennes comme si c'était demain. Ce n'est pas demain. Il y a déjà des enquêtes d'opinion qui circulent. Un sondage pour le Figaro IFOP sur les européennes 2 ans avant, mais déjà des résultats. Regardez, c'est le parti présidentiel, La République En Marche, qui sortirait en tête de ces élections. C'est les étiquettes, c'est pas évidemment les têtes de liste qui sont importantes, puisque c'est des élections avec des listes nationales. Mais regardez, en deuxième position, la liste Front National, 17%, la liste France Insoumise, 14%, la liste Les Républicains, 12%, et puis la liste du Parti Socialiste, 8%. Ce qui est intéressant aussi dans le détail, c'est de voir que la liste La République En Marche grignote un petit peu sur tous les électorats. 2 exemples, les marcheurs séduiraient aux européennes 28% des électeurs de Benoît Hamon à la présidentielle et 18% de ceux de François Fillon du premier tour. Jean-Baptiste Moreau, là vous vous dites, vous avancez tranquille. Oui, mais enfin 2020 c'est encore loin, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer, donc ça fait toujours plaisir, c'est mieux dans ce sens-là que dans un autre, mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a du travail à faire de conviction pour
convaincre nos futurs partenaires européens. C'est-à-dire qu'En Marche, vous avez commencé une campagne, mais en Europe, avant de commencer la campagne en France? Non, il y a une campagne, une grande marche qui est lancée en France par la République En Marche pour aller au contact des citoyens, pour les écouter, comme on a fait pour le programme présidentiel, pour les écouter sur l'Europe, pour sortir un peu des prérequis et pour écouter concrètement ce que, sur le terrain, les citoyens français ont à nous dire. D'ailleurs, c'est tout le mouvement de la République En Marche qui est tourné vers les citoyens. Et après, on composera le programme en fonction de ce qu'on entendra, en fonction de nos convictions. Et il faudra aller convaincre, évidemment, dans les différents pays européens, que nos positions et que les positions des citoyens français sont les bonnes, et essayer d'emmener avec nous un certain nombre de partis et de citoyens des autres pays européens. Ce que vous préparez maintenant, c'est un grand groupe, République En Marche, guillemets, qui ne s'appellera pas comme ça, mais l'Europe En Marche au Parlement européen. Une convergence sur un projet européen de plusieurs pays. Alors, Parti socialiste européen ou Parti populaire européen. On est encore sur les vieux schémas. Vous allez dire ça aux 26 autres pays. Oui, on nous avait dit qu'en France, c'était impossible de sortir du duel droite-gauche. On a prouvé que c'était possible. Je pense que c'est possible au niveau européen. Guillaume Roquette. Oui, je suis assez d'accord avec ce constat. Ce qui est intéressant dans ce sondage, alors la question qui est posée, c'est si l'élection avait lieu dimanche prochain, pour qui voteriez-vous? Donc évidemment, c'est un peu artificiel, surtout que s'il y a des listes nationales, la personnalité de la tête de liste sera importante. Mais ce qui est intéressant dans ces chiffres, c'est que derrière les partis traditionnels, le Parti socialiste et les Républicains, sont laminés. Et effectivement, je pense que dans une certaine mesure, oui, c'est vrai. Je ne peux pas dire que ça m'enchante, mais la République En Marche a réussi ce hold-up. Qui est parfaitement démocratique. Enfin, je veux dire, cette prise de guerre d'aller capter à la fois au centre-gauche et chez les Républicains, pour l'instant plus à droite qu'à gauche d'ailleurs, un socle électoral qui fait que les autres n'existent plus. Mais quand même, vous remarquez que qui arrive derrière le Front National, très affaibli mais quand même présent, et ensuite la France Insoumise. Et si vous additionnez tous les partis protestataires, un petit bout de Dupont-Aignan, un petit bout de Philippot, plus la France Insoumise, plus le Front National, vous arrivez quand même à 40% de gens qui sont europhobes ou eurosceptiques. Donc cette cassure française, elle existe encore, mais elle n'est plus entre le Parti Socialiste et les Républicains, elle est entre la France qui est dans le jeu de la mondialisation et celle qui la rejette. C'est-à-dire qu'au fond, on est dans la continuité de l'élection présidentielle. Ce que reflète ce sondage, rien n'a bougé. On est dans le rapport de force, à peu près, à quelques points près. On est dans le rapport de force de la présidentielle. La bonne nouvelle pour la République En Marche, c'est qu'elle ne s'est pas effondrée. Mais effectivement, les forces d'opposition dures sont toujours là. Les Français qui sont très mécontents sont toujours disposés à se mobiliser. Ils ne l'ont pas fait de manière brutale dans la rue. Réjouissons-nous. Mais voilà, il y a tout à faire pour arriver à reconquérir un électorat. Et c'est quand même une échéance qui, pour le coup, même si c'est dans un an et demi, qui est très importante pour la République En Marche, parce que si jamais c'est une élection réussie, ça va favoriser la suite du quinquennat. Si c'est un échec, ce sera plus compliqué d'être légitime. On voit bien que toutes les questions aujourd'hui, que ce soit l'immigration, le domaine économique, le dumping fiscal, le dumping social, elles se régleront au niveau européen. Donc il est important qu'au niveau européen, on arrive à convaincre que le projet de la République En Marche est... D'un mot, Luc Carvounas, vous aurez quand même du mal à faire la différence, que vous êtes pro-européen. Le disait François Hollande, qui approuve totalement la politique d'Emmanuel Macron et les propositions. J'ai pas beaucoup entendu le président de la République s'exprimer sur une volonté sur les Paradise Papers et cette harmonisation fiscale. Je l'ai pas entendu. Mais sur la volonté de construire l'Europe, vous êtes d'accord? Écoutez, vous n'allez pas me faire le coup de pro-européen. Je suis binational, français et grec. Je pense être plus que pro-européen. Je dis que le PS aura du mal à faire la différence, de se différencier d'Emmanuel Macron sur l'Europe. Ces sondages, je les prends comme tels. Il y a à peine un an, Alain Juppé était président de la République et à peine 10 mois, Manuel Valls gagnait la primaire. Mais il est président de la République, Luc Carvounas. Donc il est juste un peu plus jeune, mais c'est le même. Alain, écoutez, c'est vous qui le dites. Ça fera plaisir à Édouard Philippe. Donc maintenant, j'ai compris pourquoi il l'a. C'est pour ça qu'à mon avis, il ne trahit pas Édouard Philippe. Mais en tous les cas, moi, ce que je dis, c'est que dans le calendrier politique, la première échéance pour nous, les socialistes et ma famille, c'est mars. Et rien ne pourra être possible, ni aux européennes, ni aux municipales, si nous loupons cette marche. Alors, on parle des autres sujets du jour qu'il ne fallait pas rater. Oui.